population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Et vous êtes bel et bien sur la fréquence municipale 94.3 Radio Cotonou. Bienvenue. Bonsoir. Au nombre des pathologies qui perturbent la santé humaine, il y en a dont les causes passent inaperçues tout en demeurant redoutables dans notre organisme. Tout le monde connaît au moins les vers intestinaux qui savent semer le désordre dans nos ventres. On les appelle les parasites, définis par le dictionnaire Robert comme des êtres vivants en association durable avec d'autres êtres dont ils se nourrissent. Fin de citation. Mais au-delà de cette définition simpliste, qu'en disent les scientifiques, les médecins? Pour répondre à cette interrogation, nous dressons le tapis rouge ce soir à une éminente parasitologue de notre pays, Aurore Oguyemi Runto, professeure titulaire de parasitologie au CNHU de Cotonou. Vous l'entendrez d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, auditeurs amis, vous prendrez le pouvoir de la parole pour exprimer vos préoccupations. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Et dans le cas d'espèce, parole de la spécialiste, bien entendu. Bonsoir et bienvenue, professeur Aurore Oguyemi Runto. Bonsoir, monsieur Bewa. Oui, c'est sûr que vous n'aimez pas qu'on dise professeur Runto, vous préférez qu'on ajoute toujours Oguyemi. Oui, bien sûr. C'est toujours mieux. Absolument. Alors, bienvenue dans ce studio, professeur. Eh bien, nous allons démarrer avec la formalité de présentation d'usage, bien entendu. Nous voulons mieux connaître professeur Aurore Oguyemi Runto, bien entendu, à travers son parcours professionnel, à travers ses expériences, bien entendu, et je l'avais annoncé au départ, vous officiez au CNHU HKM de Cotonou. Professeur, bonsoir encore une fois. Merci beaucoup, bonsoir monsieur Bewa. Merci déjà, je vous remercie pour nous avoir accordé la parole ce soir sur la parasitologie. Alors, moi, comme vous le disiez tantôt, c'est Aurore Oguyemi Runto. Mon parcours, je suis médecin de formation et j'ai fait une spécialité de biologie clinique, option parasitologie. Voilà. Et après ça, j'ai été donc, comme je le suis d'ailleurs toujours, oui, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé, professeur, et donc dans le domaine de la parasitologie, où nous avons fait plusieurs études sur les parasitoses, nous allons en parler un peu tout à l'heure. Oui. Et puis, en dehors de mes enseignements, recherches sur la parasitologie, je collabore beaucoup avec les programmes du ministère de la Santé et qui s'occupent des endémies parasitaires. Parce que les maladies parasitaires, il y en a, mais les gens, ils ne savent pas beaucoup. Oui, ils ne savent pas beaucoup. Donc, il y a beaucoup de programmes au ministère de la Santé qui luttent contre les endémies parasitaires, dont nous travaillons en collaboration avec eux pour venir à bout de ces maladies parasitaires. Donc, voilà un peu de façon succincte. Et puis après, je suis au laboratoire, à la clinique universitaire de parasitologie, mycologie du CNHU HKM de Cotonou. Très bien.
Mycologie. Ouais. Mycologie. Oui, vous avez ajouté. Oui. Bon, c'est peut-être de la même famille. Hein. Oui, exactement. Exactement. Quand nous allons parler des micro-organismes, tout à l'heure, nous allons voir que tout ça, là, c'est de la même famille, en fait. Oui, parce que, vous savez, on doit faire de la communication sur tout cela, parce que, vous savez, le public large connaît les maladies ordinaires, connaît les domaines qu'on connaît, par exemple les ophtalmos, on connaît les gastro, etc., etc. Mais les gens ne savent pas que derrière tout cela, il y a les parasites, ça peut causer tout ça, absolument. Oui, monsieur Bewa, parce que quand on parle des parasites, les gens pensent que les vers intestinaux, c'est bon. C'est les vers intestinaux, mais ça va au-delà. Oui, ça va au-delà. Les parasites, ça va au-delà des vers intestinaux. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup d'autres qui sont des parasitoses. On va y venir, absolument. Alors, dites-moi déjà, professeur, la parasitologie, qu'est-ce que ça recouvre, cette science? Alors, la parasitologie médicale, comme on le dit, c'est cette science qui a pour objet d'étudier les groupes de parasites. Parce que les différents groupes de parasites, il y en a un certain nombre. C'est pas quand on parle de parasites, nous avons des thèmes, on a les helminths, on a les protozoaires, chaque groupe étant responsable de pathologies bien définies. Donc, c'est la science qui va étudier ces différents groupes et les manifestations, leurs implications sur la santé de l'homme. Donc c'est ça donc la parasitologie médicale. Oui, c'est ce que ça recouvre. C'est ce que ça recouvre. Ah oui, voilà. Très bien, très bien. Quand on rentre dans cette parasitologie, c'est quoi le parasite? Le parasite fait partie d'un ensemble qu'on appelle micro-organismes. Des micro-organismes qui sont des microbes, c'est-à-dire des agents qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qu'au microscope. Et dans ça, vous avez les bactéries, vous avez les virus, vous avez les parasites et vous avez les champignons qui sont responsables de la mycologie, des maladies mycologiques. Les champignons. Voilà. Donc ça, c'est donc à part. Et donc dans ce grand groupe, maintenant, nous allons sortir le parasite. Et vous avez dit tantôt dans votre introduction que c'est ce parasite, c'est cet être vivant qui va vivre aux dépens d'un autre être, voilà, dont il profite, dont il se nourrit, dont il dépend tout ce qui lui sert de besoins nutritifs. C'est ça. Et donc, du coup, lui n'a même pas intérêt à ce que son hôte meure. Oui, c'est ça. Non, il n'a pas intérêt à ce que il n'aura plus rien, donc il a intérêt à ce que l'autre reste là. Donc, il dépend fortement de cet hôte-là. C'est ça le parasite. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour cela que la définition du dictionnaire, j'ai bien dit que c'est bien sûr donc une définition simpliste et que c'est les scientifiques eux-mêmes qui, et c'est ce que vous venez de dire, donner un contenu scientifique à la chose, et c'est ce que vous venez de dire. Hein, vraiment, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Oui, bien sûr. Alors, dites-moi, professeur, d'où viennent les parasites pour venir semer la zizanie dans la santé publique? Peut-on en citer quelques-uns de parasites? Alors, d'où est-ce qu'ils viennent? Comment est-ce que, ils se créent, si je peux parler un peu comme ça? Parce que, on dit parasite, et quand on va faire des analyses et autres, on dit ces parasites et autres là. Mais d'où est-ce que c'est venu? Est-ce que déjà vous pouvez amorcer ça? Oui, c'est un peu lointain. Pourquoi les parasites chez l'homme? C'est un peu lointain parce que ces parasites proviennent pas suite de l'occupation de nos aïeux, des primates, hein, de l'occupation des milieux multiples, des comportements diversifiés qui vont les mettre au contact de certains animaux. C'est ça. Et qui ont des parasites, qui portent des parasites. Et la présence aux côtés des stades infectieux, des stades parasitaires, aux côtés de ces animaux, cette présence va faire que ces primates-là vont prendre des parasites. Et au fur et à mesure, ça a commencé par atteindre l'homme. C'est ça. Et donc, l'homme a commencé par héberger des parasites qui se retrouvaient peut-être chez les animaux. C'est pour ça que maintenant, vous allez trouver, il y a des parasites qui sont aussi bien qu'on retrouve chez l'homme et chez les animaux. C'est ça. Et il y a des parasites qui sont chez les animaux, qui peuvent venir chez l'homme mais ne peuvent pas évoluer, ainsi de suite. Et les parasites qui vont être exclusivement chez l'homme. C'est ça. Mais à partir de cet instant où l'homme a commencé par héberger le parasite, avec certaines conditions défavorables comme la mauvaise hygiène, un mauvais assainissement du milieu, et puis les conditions environnementales, qu'on ne se le cache pas, nos tropiques sont favorables
offre des conditions favorables au développement des stades parasitaires dans le milieu extérieur. Donc, lorsque un parasite est éjecté dans le milieu extérieur, une température favorable, comme nous l'avons ici, les conditions d'humidité vont permettre à ce stade parasitaire de persister très longtemps dans le milieu extérieur, de souiller de l'eau, etc. On va y venir tout à l'heure. Et ça fait que ça perdure. Donc, l'homme qui va héberger les parasites va l'éliminer d'une certaine manière, et si ça tombe dans la nature, ça perdure dans la nature. C'est cela. Et voilà. Non, je crois que vous avez dit l'essentiel par rapport aux considérations historiques un peu, c'est-à-dire comment c'est venu. Vous avez parlé des animaux, vous avez parlé, disons, je ne voudrais pas du Moyen-Âge de toute façon. Maintenant, pour être plus proche des choses, maintenant, pour être plus proche de l'actualité, quand on détecte des parasites, c'est forcément du fait de la mauvaise hygiène, par exemple. C'est du fait, vous savez, quand on parle des enfants, parce qu'ils s'amusent avec du sable. Allez-y. Oui, c'est ça. J'en venais parce que quand on a vu maintenant les parasites chez les hommes, comment on peut attraper une parasitose. Comment on peut être en contact d'un parasite. C'est ça. Donc, il y a le premier mode qu'on appelle la contamination orofécale. Très bien. Ça, c'est beaucoup plus pour les parasites intestinaux qu'on appelle les vers intestinaux, tout ça. Tout ce qui est parasito-digestif, il y a beaucoup de contamination orofécale. Ça dit que vous vous contaminez à partir des selles ou de quelque chose, des matières fécales de quelqu'un. Et ça peut être l'objet, par exemple, de quelqu'un qui porte une parasitose, d'un défaut d'hygiène de quelqu'un qui porte une parasitose. Voilà. Donc, moi, je porte une parasitose, et je vais aux toilettes, je ne me lave pas les mains, et puis je vais toucher un aliment, quelque chose dans un restaurant, par exemple, je vais souiller l'aliment. Tous ceux qui vont manger cet aliment sans le laver, par exemple, sans nettoyer, et bien ça y est, ils prennent le stade parasitaire et puis ça commence. Ah oui. Celui-là, quand il va ouvrir une porte, il va toucher une poignée, un robinet, quelque chose, il laisse les parasites. Quelqu'un passe par là, récupère. Ça, c'est lui. Maintenant, il y a un défaut d'hygiène aussi par rapport à nous-mêmes qui n'avons pas de parasites, par exemple. C'est ça. Nous-mêmes qui n'avons pas de parasites, on n'a pas l'habitude de se laver fréquemment les mains. Voilà. Il faut se laver fréquemment les mains parce que les mains colportent beaucoup de microbes. Beaucoup de microbes. Donc, on ne se lave pas les mains et puis, on consomme les aliments, des crudités, par exemple, qui ne sont pas lavés avec de l'eau propre. Voilà. Parce que, comme je disais tantôt, quelqu'un qui porte les parasites, par exemple, intestinaux, là, va éliminer ces parasites, par exemple, il peut éliminer s'il ne défèque pas dans les latrines. Oui. Quand dans les zones rurales, etc., il va éliminer ça dans la nature. C'est ça. Ça va souiller les cultures maraîchères, les eaux souillées et tout ça. Si vous ne faites pas une bonne hygiène de l'eau et des aliments, vous allez prendre la parasitose. Absolument. Vous allez prendre parasitose. Donc, il y a cette contamination orofécale qui est du fait de quelqu'un qui a la parasitose et de nous-mêmes qui n'avons pas la parasitose, qui ne faisons pas attention. Le fait, les parasites, les stades parasitaires peuvent être transportés par des mouches. C'est ça. Les mouches peuvent transporter sur leurs petites pattes les stades parasitaires d'un aliment, des matières fécales vers un aliment. C'est clair ça. Vous prenez le pain qui n'est pas protégé, la mouche a déposé quelque chose, vous achetez le pain, vous le mangez et c'est bon. C'est ça. On peut prendre un stade parasitaire. C'est ça. Donc, il y a ça. Ça, là, c'est la contamination orofécale. Il y a aussi des parasites qu'on peut prendre en mangeant des aliments, de la viande pas bien cuite. C'est ça. Ah oui. Bien sûr. Parce que si vous mangez la viande de porc qui n'est pas bien cuite, on a dit que le porc, les animaux sont parasités par le même parasite parfois avec l'homme. C'est ça. Le ténia, nous avons le ténia du porc. C'est ça. Donc, quand vous mangez de la viande de porc qui n'est pas bien cuite et contient le stade qu'on appelle le stade infestant, la lave cystique, qui n'est pas bien cuite, vous le mangez,
eh bien, il va se développer chez vous. Vous avez fait du ténia du porc. Mais attendez, excusez-moi beaucoup. Je vous attendais à ce carrefour-là, justement, parce que vous avez parlé de porc. Parce que oui, on a l'intuition que la viande de porc a forcément des germes de quelque chose. Et vous y venez là, exactement. Mais ce n'est pas que le porc. Oui, justement. Il y a la viande de bœuf aussi. Nous avons le ténia du porc, nous avons le ténia du bœuf. Mais pourquoi les gens... Oui, parce que les gens parlent beaucoup plus de porc. De porc, oui, mais c'est parce qu'ils pensent que... Bon, je sais pas. Oui. Ils pensent que le porc, c'est l'animal le plus... Vous savez, il y a des choses que je ne vais pas dire parce que, bon, vous savez, le porc, vous avez compris, va manger sur les tas d'ordures. Oui, c'est ça. Certainement, c'est ça. Donc, il mange, lui, sur les tas d'ordures, il mange les matières fécales. Ouais, et justement, c'est ça. Matière fécale de l'homme. Un homme qui a le ténia va éliminer les œufs de ténia dans les matières fécales. Le porc mange les matières fécales, il prend cet œuf-là et cet œuf se développe chez lui et va donner la lave cystique. Et sinon, on mange cette viande qui n'est pas bien cuite, là, on va attraper cette lave-là et puis commencer par faire le ténia. Très bien, très bien. Alors, excusez, quels sont les dégâts? Parce que forcément, ces parasites causent des dégâts dans l'organisme humain. Forcément. Alors, est-ce que vous pouvez citer brièvement quelques dégâts? Et puis, cela engendre des maladies. Oui. Dégâts, ces parasites peuvent vous déchirer l'intestin à un endroit, et puis ça peut engendrer une maladie. Est-ce que vous pouvez nous citer Oui, monsieur Béa, mais je ne vais pas finir avec la transmission. D'accord, allez-y. Je ne vais pas finir avec la transmission parce que ça, j'ai parlé de la transmission par aliments, par voie orale et tout ça, aliments non cuits. Mais il y a également la transmission par la peau. Il n'y a pas la peau. Il y a que le ver peut pénétrer la peau de façon transcutanée la peau. Il y a des parasites intestinaux qui ne rentrent pas la peau, tels que les ankylostomes. Ils ne rentrent pas la peau. Voilà. Et donc, il y a la bilharziose. Les parasites comme les bilharzies qui vont rentrer par la peau lorsque quelqu'un va se baigner dans de l'eau, dans une rivière contenant les mollusques qui contiennent le stade infestant. C'est ça. Donc, il y a des parasites qui pénètrent par la peau. Et l'autre pénétration par la peau aussi, c'est la piqûre d'insectes. C'est la piqûre de moustiques, le paludisme. Oui, bien sûr. Voilà. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire. Ah oui? Ben bien sûr. C'est un parasite qui est en cause. Et le moustique va inoculer le parasite. C'est le moustique qui pénètre par piqûre et inocule le parasite à l'intérieur. Et il va donner le paludisme. Et vous connaissez tous les dégâts du paludisme. Voilà. C'est pas fini. Voilà. Pour percer la peau aussi, vous avez l'onchocercose. Qui a entraîné beaucoup de dégâts avec les cécités. C'est une maladie parasitaire. Ah bon? Ben bien sûr. C'est une maladie parasitaire. Donc, c'est une piqûre de moustique, de mouche aussi. Le gros pied, éléphantiasis, c'est une maladie parasitaire. Ah oui? Ben oui. Donc, autant de maladies parasitaires. Maintenant, il y a des dégâts. Quand je prends les parasites intestinaux, surtout chez les enfants, ça peut entraîner une malnutrition. Ça peut entraîner une dénutrition. Ça peut entraîner un retard de développement de l'enfant parce que le parasite puise des nutriments. C'est ça. Il puise des nutriments, donc ça peut entraîner un retard de développement. Et maintenant, quand l'enfant est beaucoup parasité, on peut avoir des complications chirurgicales, telles que vous le disiez tantôt. C'est ça. D'accord? On peut avoir une occlusion, un paquet de vers, d'ascaris par exemple. C'est les vers qu'on connaît, ascaris, osseus, trichocéphale. Un paquet d'ascaris qui va boucher une anse. Et donc, il va y avoir une occlusion. Et quand on voit que c'est un paquet de vers. Il faut avoir étranglement herniaire, etc. Donc, tout ça. Et quand on parle du paludisme, vous savez tout le mal qu'il y a du paludisme. Bien sûr. Vous savez tout ce que cela engendre chez les enfants, le paludisme. Déjà, c'est quand même parasitose. C'est pourquoi je dis, quand on parle parasitose, les gens comprennent beaucoup plus des vers intestinaux. Mais il y a d'autres. Par exemple, je n'ai pas dit ça, la toxoplasmose, c'est une parasitose. Ah oui? Ben oui.
C'est toxoplasmose. C'est une c'est une maladie parasitaire qui a dit un parasite qu'on appelle toxoplasma. C'est pas beaucoup connu et c'est beaucoup plus chez les femmes enceintes. Lorsque les femmes enceintes viennent en consultation prénatale, ça fait partie du bilan prénatal. C'est ça. Parce que lorsque la femme est enceinte et fait la toxoplasmose pour la première fois au cours de sa grossesse, il y a un risque pour le bébé qui peut naître avec des malformations. C'est ça. Voilà, qui peut naître avec les malformations. Un sujet qui est immunodéprimé aussi, qui croise ce parasite-là, peut avoir des problèmes. Et ça se fait également par transmission, par les objets souillés de matière fécale et tout ça, ou consommation de viande peu cuite. C'est ça, c'est ça. Ah oui. Donc, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de maladies. Il y en a beaucoup de maladies. Ça dit quand on parle parasite, les gens sentent seulement le vers intestinaux, mais ce n'est qu'une partie. Ah oui, oui, ce n'est qu'une partie. Sûr, ce n'est qu'une partie. Bon, ben donc là, on voit, là, si vous voulez avancer encore un peu? C'est bon. Bon, voilà. Alors, les causes, je crois, on a survolé cela, parce que parlant des causes, on met le pied dans l'hygiène, déjà. Oui, c'est l'hygiène. L'hygiène, les causes, c'est l'hygiène. C'est ça. Si on peut respecter l'hygiène, ne serait-ce que se laver fréquemment les mains, parce que nos mains, on ne sait pas par où, tout ce qu'on croise avec la main, c'est beaucoup de choses. Voilà. Si on peut seulement respecter la consigne de se laver régulièrement les mains avant de porter à la bouche. C'est ça. C'est ça. Avant de porter quelque chose à la bouche, laver la main ou laver la chose correctement. Je pense que ne serait-ce que les parasites intestinaux, on les a évités à 80%. C'est ça, c'est ça. Se laver les mains. Se laver les mains. Et il faut toujours se laver les mains. Et puis d'ailleurs, je crois qu'il y a une occasion récente, je veux dire, je ne sais pas si c'était du temps du Covid. C'est Covid qui nous a amené ça. Voilà, et on s'est dit, dans chaque maison, il faut qu'il y ait un genre de robinet là. Quand vous revenez de la ville, il faut se laver les mains. Nécessairement. Nécessairement. Tu reviens de la ville, il faut se laver les mains. Il faut se laver. Tu tournes en rond un peu quelque part, tu trouves un point, il faut te laver les mains. Parce que rapidement, on a pris n'importe quoi. C'est ça. Celui que tu as salué, tu ne sais pas d'où il sort. Oui. Mais c'est ça. Tu ne sais pas d'où il sort. D'où il est passé avec sa main. C'est ça. Et toi, tu viens de le saluer. C'est ça. Et puis après, tu vas prendre ton pain, tu manges. Ah oui, c'est formidable. Tu vas prendre une pomme, tu manges. Il y a même une image que moi j'avais développée dans une autre émission Prudence ici, et que si vous prenez par exemple la radio ici, il y a 10 000 personnes qui passent par le même portail et qui touchent le même poignet. Est-ce que vous voyez, vous ne pouvez pas savoir. Non. Tout le monde est propre, mais le monsieur il vient, il est obligé d'ouvrir le portail pour entrer dans son service. Il touche. Quelqu'un d'autre vient, il touche. Quelqu'un d'autre encore vient. Alors, et la solution est que quand vous retournez chez vous, il faut se laver les mains. Toujours. Ouais, même pas encore à la maison. Quand vous entrez dans le service là-bas, il y a des robinets, il y a des trucs partout. Lavez les mains, il faut absolument. Oui, avant d'aller toucher vos affaires, qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, absolument. Donc, je crois que c'est l'hygiène. Fondamentalement. C'est l'hygiène. La solution. Oui, parce que fondamentalement. Mais là, quand on a parlé des causes, il y a les précautions. Et ce sont les précautions que nous sommes en train de dire là déjà. Les précautions, oui, se laver les mains partout, en tout temps et en tout lieu. C'est ça. Vraiment. Quand on a fait ça, on a fait 80%. On a fait 80%. Boire de l'eau propre. Si on n'a pas de l'eau propre, on peut bouillir l'eau avant de boire. Oui. Les crudités, les cultures maraîchères, il faut les laver à l'eau propre avant de manger. C'est ça, absolument. Faire cuire correctement les aliments avant de manger. Voilà. Quand tu as fait tout ça, tu peux éviter au moins les intestins. C'est ça. Déjà. Les intestinaux qui peuvent, parasites à prendre par la bouche, tu peux les éviter. Voilà. Maintenant, après, il y a d'autres, par exemple, les piqûres de moustiques, quand tu vas te protéger contre ces piqûres. C'est ça.
Il faut une hygiène collective de vie. Il ne faut pas déféquer dans la nature. Il ne faut pas déféquer dans la nature. Il faut déféquer dans les latrines. Sinon, on va faire propager les stades parasitaires et la parasitose va continuer. Maintenant, chez les enfants, souvent, il faut vraiment prendre soin des enfants. Il faut les surveiller. Il faut couper les ongles des enfants très courts. Il faut laver régulièrement leur literie, leurs vases avec des désinfectants. Et oui, il faut aérer les chambres des enfants. Éviter que les enfants grattent la tête tout le temps et portent les mains à la bouche, etc. Et quand il y a des animaux de compagnie, il faut les faire voir par les vétérinaires. Quand vous avez des animaux de compagnie, il faut les faire voir par les vétérinaires, sinon lui va porter un parasite et puis bon voilà. Périodiquement, il faut les faire voir. Important, ça. Oui, il faut les faire voir par les vétérinaires. Les bols, les literies de ces animaux de compagnie, ne pas les laisser dans les cuisines, dans les endroits où on fait à manger, par exemple. Donc, il faut essayer de débarrasser tout ceci. Et donc, tout repose en fait sur une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie. Donc, oui, mais allez-y toujours. Ben oui, maintenant, comme je disais, il y a l'assainissement du milieu, il y a d'éviter de s'exposer aux moustiques parce que autant vous avez beaucoup de parasites qui peuvent être transmis par la piqûre des moustiques. Voilà. Et aussi, ne pas se baigner, parce que la bilharziose n'est pas rien aussi. C'est une maladie qui est redoutable aussi chez les gens, parce qu'ils peuvent passer inaperçus tout de suite, mais les conséquences peuvent être lointaines. Les conséquences peuvent être lointaines à l'âge adulte pour la bilharziose. Ben oui, pour la bilharziose, parce que vous pouvez avoir une atteinte même des trompes, un problème de stérilité chez les femmes, problème de prostate chez les hommes après. Et donc, il faut faire attention à ces jeunes qui se baignent aux heures chaudes dans les rivières. Il faut éviter ça. Il faut éviter que les jeunes se baignent dans les rivières infectées. Donc, autant de choses qu'on peut faire pour éviter quand même ces parasites. C'est ça. Donc, essentiellement, c'est de la prévention qu'il faut vraiment faire. C'est de la prévention. Oui. Parce que sans ça, rien n'est fait. Mais mine de rien, la parasitologie est extrêmement importante et peut être même considérée comme la base de beaucoup de maladies. Oui, ça démarre. Vrai ou faux? Oui, parce qu'on est pas allé dans les détails. Vous avez des parasites qui peuvent atteindre le foie après. Il y a des parasites, par exemple, quand je prends l'amibiase intestinale, l'amibe peut évoluer vers le foie et donner ce qu'on appelle un abcès amibien du foie, qui peut être quand même grave aussi. Ah oui? Oui. Donc, ils peuvent évoluer après pour donner atteindre d'autres organes. C'est terrible. Atteindre d'autres organes. Donc, ça, c'est bien. Bon, alors, donc, vraiment, le mot fort, hygiène. Hygiène. Absolument. Bon, on va peut-être... j'allais en venir aux conseils généraux, mais je laisse d'abord les auditeurs vous poser des questions. Et puis, pour finir, vous allez donner, puis vous en avez dit suffisamment, vous allez encore ramasser pour donner des conseils généraux. Alors, à partir de maintenant, commencez à faire ceci et cela pour éviter tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, je vais peut-être inviter les auditeurs à exprimer leurs préoccupations, madame le professeur. Je voulais juste dire aussi que on fait le diagnostic des parasitoses. On fait le diagnostic des parasitoses quand vous avez des problèmes, des embarras gastriques, des diarrhées, des choses comme ça, vomissements, des troubles gastriques, surtout quand c'est les parasitoses intestinales. Vous allez en consultation. Et bon, le médecin, quand il regarde, il pense que c'est une parasitose, il va vous demander un examen des selles. C'est ça. On peut faire un examen des selles. Et lorsqu'on fait le prélèvement, on va trouver le parasite qu'on cherche et puis son médicament existe et puis c'est bon. J'allais vous poser cette question. C'est d'ailleurs la 7e question que j'avais préparée pour vous. Heureusement qu'un coup d'œil vous a permis d'aborder cette question déjà. On va donc ouvrir l'antenne aux auditeurs. Vous prenez votre feuille et votre bic, moi aussi, et on va recevoir nos éminents auditeurs. Préoccupation des auditeurs. Et voici le premier auditeur ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Béra. Comment allez-vous, mon cher ami? Je vais bien, et vous? Oui, ça va. Je salue le professeur.
Ah oui, elle a entendu. Merci, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Benoît Falongo. Ah oui, Benoît Falongo. Très bien, je note. Vraiment, je tire un coup de chapeau à votre invité parce que vu le développement, vraiment, les parasites me font peur maintenant. Non. Moi, je voudrais revenir sur le Kenya. Le Kenya. Oui. Parce que vraiment, ça fait plus peur lorsqu'on dit que lorsqu'on mange la viande du porc, non, le marque là, que le Kenya est là. Je voudrais te demander si à part le Kenya, parmi les bains intestinaux, il y a un autre plus redoutable. Et demander si le Kenya a une manifestation particulière pour qu'on peut déjà commencer par contourner le Kenya, après avoir peut-être bouffé la viande du porc quelques jours après. C'est ma préoccupation. Oui, non, Et pour l'éliminer, j'aurais appris que ce n'est pas facile. Ah oui? Que ça ne limite pas facilement le Kenya là. Je voudrais qu'elle nous parle un peu de quoi. Mais elle va vous répondre tout à l'heure. Non, on a compris que vous ne voulez pas abandonner la viande de porc, c'est ça? Bon, monsieur Béra, vous savez que on va faire quand même l'effort. En entendant des trucs comme ça, on va faire l'effort. Gisèle Abangba est en train de sourire là. J'ai compris mon texte. Ok. Elle va vous répondre, la professeure, tout à l'heure. Merci, monsieur Béra. Merci beaucoup, oui. Dans l'attente du deuxième auditeur. Ah oui, bien sûr, c'est pas un sujet bateau, hein. C'est un sujet vraiment... on n'a pas idée, hein. Les gens ne savent pas que de toutes les pathologies, attention, parasitose, c'est une bombe, hein. Ben, je crois qu'on va avoir un deuxième auditeur d'un instant à l'autre. On écoute un geste de musique légère. Bon, mais dans ces conditions, eh bien, je vais demander à la professeure Aurore de bien vouloir commencer à répondre à la première question. Je crois celle de Benoît. Je crois que c'est bien lui, Falongo. Eh bien, Benoît Falongo. Donc, professeur, vous allez répondre déjà en attendant que d'autres auditeurs. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci à l'auditeur qui a posé cette question. Mais d'entrée de jeu, je ne vais pas lui faire peur. Hein, c'est pas lui faire peur. Après, le ténia, j'ai dit, de la viande de porc, peu cuite ou mal cuite, mais infestée. Il faut que la viande aussi soit infestée. Le porc peut ne pas être infesté. Lorsque, par exemple, les viandes sont contrôlées à l'abattoir avant la vente et tout ça, et qu'on, habituellement, quand on fait le contrôle des viandes à l'abattoir, les viandes parasitées comme ça sont retirées de la vente. Donc, c'est peut-être exceptionnellement que vous allez avoir une viande infestée. Mais si la viande est infestée vraiment et qu'elle n'est pas bien cuite, il y a des risques. Il y a des risques de faire le ténia du porc. Mais comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas que le ténia du porc, il y a le ténia du bœuf. Même le bœuf peut avoir le ténia. Et si vous mangez cette viande infestée qui n'est pas bien cuite aussi, vous allez faire du ténia du bœuf. Je comprends la préoccupation parce que il y a beaucoup de restaurants de porc et on aime bien, donc ça fait du bien. Hein. Mais c'est ça, espérons que les viandes ne soient pas parasitées. Alors, les manifestations cliniques, vous n'allez pas les avoir tout de suite quand vous allez manger la viande. Hein. C'est pas tout de suite 2 ou 3 jours après. Non, parce qu'il faut que le ver commence par bourgeonner, comme on dit, par devenir adulte avant qu'il ne signale sa présence. Ah oui. Avant qu'il ne signale sa présence. Donc, vous avez le temps, vous le mangez aujourd'hui, comme on dit, et il y a un cycle qui commence. Le cycle commence, mais vous n'allez pas avoir des manifestations. C'est quand le ver va commencer par grandir chez vous qui va commencer par vous déranger.
pas vous déranger, des problèmes gastriques, des douleurs abdominales, vous allez avoir des douleurs abdominales, vous allez avoir peut-être parfois, vous mangez beaucoup, vous mangez un peu trop, comme on dit, ou parfois vous n'avez pas envie de manger, vous maigrissez, etc. parce que il y a un verre très long. Oui, c'est un verre très long qui peut aller à 5 mètres, 5 mètres, 5 à 7 mètres de long. Oui. Et généralement, il est seul quand il vous parasite. On l'appelle ver solitaire. Il est seul quand il vous parasite. Et donc, il va puiser des nutriments et tout. Et donc, c'est avec le temps seulement quand vous allez être en train de traîner des petits bobos digestifs et tout ça. Et vous allez consulter. Et on va vous demander un examen des selles maintenant. C'est là où on va voir qu'il y a un ténia en place. Mais il y a des médicaments pour. Ah oui, heureusement. Oui, il y a des médicaments pour et puis ça passe. Heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Ah, donc, oui. Voilà. Alors, donc, je ne sais pas s'il a eu sa réponse. Alors, à part ça, des autres parasitoses intestinales redoutables comme ça, pas vraiment. Pas vraiment. On peut parler de l'angululose. Il y a une parasitose également qu'on appelle angululose, mais elle est beaucoup plus redoutable, surtout quand c'est des gens affaiblis, c'est des gens immunodéprimés. Et ça vient se greffer sur cet état d'immunodépression. Ça peut être un peu dommageable pour la personne. Ah, oui. Oui, ça peut être un peu dommageable. Mais j'avoue que c'est pas très très fréquent encore chez nous. Oui, voilà. Voilà, donc je pense que voilà pour Monsieur Benoît. Merci. Okay. On va attendre d'autres auditeurs, d'autres appels. C'est reparti pour la musique légère. Allô? Bonsoir, bonsoir monsieur, comment ça va? Oui. Comment vous allez? Ça va très bien, monsieur. Merci pour ce travail de la santé que vous faites chaque mardi. Merci, amen. Monsieur Bernardin Fabi. Ah, Bernardin Fabi. Ok. Madame la docteure, madame le professeur. Oui. Et bien, tout ça présente aussi. Ok. Elle a entendu. Bon. C'est la première fois. Parce qu'il y a un spécialiste, il y a un spécialiste. La professeure n'entend pas très bien. Vous pouvez élever un peu la voix. Ce serait mieux. Je disais que vous l'avez félicité tout à l'heure. Oui. Je disais que c'est la première fois que j'entends qu'il y a un spécialiste ou bien une spécialiste pour les verres. Voilà. Et avec tous ces conseils qu'elle a donnés, ça m'a beaucoup aidé. Ah oui. Et j'aimerais demander s'il y a des patients qui viennent pour ces cas-là souvent. Parce que comme c'est la première fois que j'entends ça, et quand on a des problèmes de verre, c'est des médicaments qu'on va prendre à la pharmacie. Vermifuge. Donc je ne sais pas si elle a des clients pour ça. Est-ce qu'elle arrive à s'en sortir? À moins qu'elle a accumulé deux fonctions à la fois. C'est cela. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé. Merci à vous. Très bien. Merci, bonne soirée. Elle va vous répondre tout à l'heure. Je crois que la professeure va donc répondre à cette deuxième question. Bernardin Fabi, c'est ça? Oui. Allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur Bernardin. Oui, c'est la première fois. Je disais tantôt à l'entame que je remercie monsieur Benoît de nous avoir donné l'occasion de parler de la parasitologie parce que les gens, ils savent même pas, ils savent pas ce que ça existe, qu'il y a une spécialité pour ça. Quand moi, parfois, je dis aux gens que je suis parasitologue, ils posent beaucoup de questions. Mais ça veut dire quoi, ça? Toi, tu n'es pas gynécologie, genre, tu n'es pas ophtalmo, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Donc, c'est cela. C'est vrai. Ce que vous avez dit, est-ce qu'on voit encore les gens qui viennent demander les soins par rapport aux vers intestinaux? Les vers intestinaux, si je peux le dire, sont devenus peut-être une monnaie courante, comme on a dit. Et quand quelqu'un sent un petit truc, il dit je vais me déparasiter. Il faut que j'aille me déparasiter. Alors, sauf que ça peut être bien, hein, ça peut être bien. Mais sauf que si le parasite n'est pas là,
tu n'as pas fait la preuve du parasite et que tu prends le médicament, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas un médicament qui attend un moment quand le parasite va venir et va le détruire. Ce médicament pour les vers intestinaux, ce n'est pas cela. Donc, effectivement, les gens, ils vont déjà dans les pharmacies, ils disent je veux un vermifuge et ils se déparasitent, s'en vont. Quelques cas qui persistent, nous les avons. Quand ça ne va pas, vraiment, ils vont voir, les médecins maintenant ont prescrit une demande d'examen et nous, on les fait. Et donc, ils demandaient, est-ce que je ne vais pas chômer? Mais j'ai dit tantôt que les vers intestinaux ne sont qu'une partie de la parasitologie. C'est ça. Ne sont qu'une partie de la discipline de parasitologie. Quand je vous dis que le paludisme y est, vous allez me dire aussi que vous allez à l'hôpital, à la pharmacie pour acheter les médicaments quand vous sentez le palud. Mais on sait tout ce que ça vaut après. Donc on a le paludisme. On a beaucoup d'autres parasitoses pour lesquelles nous faisons le diagnostic en dehors des vers intestinaux. Donc ça continue toujours dans l'hôpital. Voilà ce que je peux vous dire. Oui. Bien sûr, il n'y a pas que les vers, comme vous venez de dire. Donc quand le patient vient, on le consulte et on envoie faire des examens, des analyses et tout. On peut détecter autre chose que les vers. Voilà, c'est ça. Donc, c'est bien compris. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dera. Oui, bonsoir. Monsieur Fabi, qui le vient. Ah bon, ok. Oui. Et je remercie madame pour la réponse qu'elle a faite tout à l'heure. D'accord. J'aimerais demander, l'appendicite. Oui, l'appendicite. Oui, l'appendicite. Est-ce que nous donner un peu de détails par rapport à ça? Est-ce que c'est de la catégorie des vers ou pour ça part? Parce que nous avons remarqué que quand ça commence, c'est comme des vers du mal dans le ventre. Oui. Et qu'il faut faire l'opération pour avoir la paix. C'est ça. Voilà. Ok. Très bien. Elle va répondre tout à l'heure, à moins qu'elle ne réponde en même temps, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en embuscade. Professeur, c'est à vous. Merci. Bon, l'appendicite n'a vraiment rien à voir avec les vers. Hein. L'appendicite est une autre chose, c'est une urgence chirurgicale qui est l'inflammation de l'appendice, qui est un organe, petit organe là, qui s'enflamme. Et ça n'a rien à voir avec les vers. C'est une inflammation de cet appendice qu'on appelle appendicite et qui est une urgence chirurgicale qu'il faut aller enlever. Donc, ça n'a rien à voir avec les vers. C'est cela. Très bien. Je crois que vous avez compris, hein, monsieur Fabi. Absolument. On va écouter un autre auditeur. Bon, alors, il n'y a personne. Le temps pour moi de demander encore une fois à la professeure de commencer tout de suite les conseils généraux pour que nous gagnions du temps, parce qu'il faut le dire, évidemment notre avion sort déjà des roues pour amorcer l'atterrissage dans moins de 15 minutes, mais on enclenche tout de suite avec les conseils généraux pour ne pas en arriver à ces problèmes-là, professeur. Merci beaucoup, monsieur Bewa. Comme je disais tantôt, c'est déjà un plus d'être venu parler ce soir de la parasitologie qui n'est pas bien connue. Il y a des maladies qui sont des parasitos que les gens ne savent même pas que c'est une parasitose. Les gens ne savent pas que c'était une parasitose. Ça peut être une parasitose. Donc, ce qu'on connaît généralement, c'est les vers intestinaux. Donc, tout le long de l'émission, nous avons quand même dit un peu comment on va attraper ces vers. Comment on peut être infecté. Quels sont les différents modes de transmission. À partir donc de ces modes de transmission, c'est à partir de ces modes de transmission qu'on va dégager les conseils. Et comme j'ai dit tantôt, première chose, c'est l'hygiène de vie. C'est cela. C'est des mesures hygiéniques d'abord. Hygiénique veut dire se laver les mains tout le temps, boire de l'eau potable, manger les fruits et légumes bien lavés, protéger les aliments.
Parce que j'ai dit tantôt que les mouches servent de transport pour transporter les stades parasitaires, les parasites. Donc, protéger les aliments des mouches, manger, chauffer pour manger, si c'est possible, laver avant de manger. Les aliments, les aliments, bien cuire les aliments, et les enfants mettre quand même, surtout les enfants, mettre une propreté autour des enfants, dans leur aire de jeu. Éviter quand même qu'il y ait beaucoup de salissures, beaucoup de choses qui peuvent infecter l'enfant dans l'environnement. Donc il faut, l'environnement de l'enfant, le pot, le vase sur lequel il défèque, il faut désinfecter son environnement, surtout l'enfant. Parce qu'on ne peut pas l'empêcher d'aller à quatre pattes, on ne peut pas l'empêcher de porter, on ne veut pas tout le temps taper les mains, mais il faut assainir l'environnement. Il faut assainir son environnement, c'est important. Et j'ai dit aussi tantôt, quand nous avons des animaux de compagnie, il faut savoir aussi écarter un peu les vétérinaires et tout ça, et qu'elles voient les vétérinaires, parce que nous avons beaucoup de parasites qui sont transmis d'animaux à l'homme. Absolument. Donc, c'est cet ensemble de choses, si nous les pouvons essayer de pratiquer, de mettre ces éléments en pratique, on peut être à l'abri. Mais, comme je dis, ce n'est pas que la voie orale, les parasites. C'est ce qu'on connaît, ça, qui est fréquent, et qui n'est même pas, qui ne sont pas en dehors du ténia, des choses comme ça, qui ne sont pas les plus dommageables. Quand je vois le paludisme, on n'est pas allé sur ce plan. C'est ça. Tout le dégât que le paludisme peut causer aux enfants. Donc, quand je prends ce volet seulement, il faut que les enfants dorment sous moustiquaires imprégnés. Il faut assainir son milieu pour éviter que les moustiques n'agressent beaucoup les enfants. C'est important. Et, comme je dis, il y a d'autres maladies aussi qui sont transmises par la piqûre de moustiques. C'est cela. Et donc, en mettant en place une barrière, on peut éviter ces parasitoses-là, que ces moustiques leur transmettent ces parasitoses. C'est cela. Voilà. Parce que les gens, a priori, pensent que, quand on a le palu et autres, il suffit de prendre des produits et autres là, et on est guéri. Alors que, il y a encore quelque chose derrière. Oui, on n'est pas toujours guéri. Parce qu'il y en a toujours. Il y a les parasites qui avaient transmis la chose. Oui, parce que quand vous prenez, avec un peu de chance, ça peut partir, mais ça peut être encore là, et puis ça va se multiplier. En fait, c'est la multiplication intense qui est le problème, qui est rapide chez l'enfant, surtout chez les enfants, et va donner le paludisme grave. Et c'est le paludisme grave qui tue l'enfant et va donner une anémie à l'enfant. Une anémie qui peut tuer. Aujourd'hui, le paludisme continue de tuer. Et pourtant, il y a les gens achètent les médicaments dans les pharmacies et tout, mais le paludisme continue de tuer les enfants. Oui, bien sûr. Il continue de tuer les enfants. Donc, c'est de prendre déjà les précautions utiles de prévention pour les enfants pour éviter qu'ils ne soient agressés par les moustiques. Absolument. C'est pour cela qu'on dit que dans le processus de réalisation de la bonne santé, le maître mot, c'est la prévention. C'est la prévention. Et il est incontestable que ce soit la prévention, d'abord, avant les dispositions curatives, si par l'extraordinaire, la maladie arrivait là, quoi. Donc, c'est ça aussi que il faut éviter. Il faut éviter aussi, parce que ça, ce n'est pas d'ordre individuel, c'est un truc collectif. Parce que quand on va dans les zones rurales où les gens vont faire leurs besoins dans la nature, il faut qu'ils comprennent que en faisant les besoins dans la nature, ils ensemencent la nature. Ils ensemencent la nature. Par exemple, quelqu'un qui a une bilharziose, qui va pisser au bord de l'eau, il pisse les œufs dans les urines. C'est ça. Et les œufs vont tomber dans l'eau et continuer le cycle. Et puis après, infecter une autre personne. Donc, il y a des gestes à ne pas faire. À ne pas faire. Uriner dans la nature, déféquer dans la nature, ça entretient les parasites. Et puis, avec les conditions climatiques. Et quand on doit d'autres aspects, on puisse se permettre de dire que l'État
aussi. Ben oui, c'est ça que je dis. Ce n'est pas. C'est pourquoi je dis que ça sort de l'individu. Absolument. C'est une prévention qu'on appelle la prévention collective. Voilà, donc forcément. Ça sort de l'individu. C'est ça, c'est ce que vous appelez. Ça sort de l'individu. C'est un truc collectif qu'il faut faire. C'est un truc qui est du niveau, d'un autre niveau supérieur pour qu'on mette en place qu'on éduque les populations à ne pas déféquer dans la nature, à ne pas faire leurs besoins dans la nature. C'est une éducation, une sensibilisation qui est derrière, qu'on doit faire à cette population-là aussi. Formidable, madame. Bon, je dis madame, mais j'aurais préféré peut-être dire professeur titulaire, bien entendu. Aurore Oguyemi Hunto. Eh bien, vous êtes dense, professeur. Merci. Vous êtes vraiment dense. Et puis, vous êtes vivante, vous êtes brillante. Merci. Non, mais c'est une réalité parce que vous pouvez peut-être avoir le savoir sans pouvoir le rendre. Parce que c'est ce que les auditeurs attendent. Quand vous avez le savoir, quand vous avez la matière qu'il faut pour aider les populations à guérir, à prévenir, voyez-vous, et que vous ne pouvez pas rendre, leur expliquer, eh bien, ces problèmes. Et je crois que ce que nous avons vu et entendu ce soir, mon technicien Ghislain Agbangba et le preneur de vue Job Tipes sont d'accord avec moi, hein, n'est-ce pas? D'accord avec moi, n'est-ce pas? Que vraiment, nous avons eu un bon interlocuteur ce soir aussi. Et merci beaucoup, merci infiniment, professeur, d'avoir accepté de fouler le pied de notre, j'allais dire, le tapis de notre studio ce soir. Permettez-moi aussi de vous remercier, Monsieur Bewa, pour le travail formidable que vous êtes en train de faire. J'ai compris par la suite ce que vous avez fait tous les mardis. Et c'est à saluer. C'est à saluer parce que à travers votre émission, vous sensibilisez la population sur certains nombre de pathologies, un certain nombre de maladies courantes pour leur permettre quand même de prendre un certain nombre de précautions à travers des voies quand même averties. Des voies averties pour qu'ils puissent prendre des précautions. Vraiment, je vous remercie. Et je remercie aussi particulièrement pour la parasitologie qui est placée sur le plateau. Alors, merci infiniment. Je rappelle aux auditeurs que samedi prochain à 11h, vous aurez la rediffusion de cette émission. Samedi prochain à 11h et très probablement mardi prochain nous aurons l'alter ego de la parasito. Eh bien c'est la bactério que nous aurons avec le professeur Afolabi, je crois que c'est bien ça. Eh bien si tout va bien, eh bien c'est lui que nous allons recevoir mardi prochain. Merci à toutes, merci à tous. Au microphone votre fidèle serviteur René Bewa. Eh bien sur la technique, je vous l'ai dit, Ghislain Agbangba, preneur de vue et de son aussi, Job Tipes. Merci encore une fois, professeur, merci. Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Allez, on se quitte, bye bye. Que Dieu vous protège. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.